Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sa part en sciences. Spéciale édition Noël. Vous l'attendiez avec impatience, cet épisode aux allures décontractées et humoristiques, mais toujours avec une bonne dose de science, bien entendu. Pour cet épisode particulier, je suis accompagné comme d'habitude de ma collègue Dali. Allô Fiacre, comment tu vas aujourd'hui? Je vais très bien, c'est vrai qu'il neige beaucoup ces derniers jours, mais écoute, on fait avec. Quels seront les sujets qu'on va aborder pour cet épisode spécial? En fait, aujourd'hui, comme tu l'as mentionné, on a un épisode assez particulier. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre le concept qu'on a fait à l'Halloween, qui vous a beaucoup plu d'ailleurs. On voulait vous remercier pour tous les commentaires que vous nous avez donnés. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller reprendre la science qui se cache derrière les grandes fêtes, mais cette fois-ci, évidemment, qu'on vient parler de la science qui se cache derrière Noël, mais également le temps des fêtes en général, puis l'hiver également. On va vous parler de comment les animaux font pour survivre au froid, de comment les flocons vont venir se former dans l'atmosphère, puis on va aussi parler de champagne. De pop champagne. Alors, préparez votre doudou et votre chocolat chaud si vous en avez, ça part en science et en flocon. Avant de commencer, on voulait simplement vous avertir que cet épisode-là est avant tout pour vous divertir. Donc, même si on s'est basé sur des sources scientifiques assez fiables pour nos recherches, on veut quand même faire la mention que les sujets qui sont abordés sont vraiment pas liés à nos domaines d'études. Donc, on n'est pas des spécialistes de ces sujets-là. On va évidemment vous donner accès en description de ce balado à toutes les sources qu'on a utilisées pour que vous puissiez justement venir approfondir vous-même le sujet si jamais le cœur vous en dit. Le premier sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est comment les animaux survivent au froid. Et moi, je partirais sur mon expérience personnelle parce que le froid, le grand froid, je l'ai découvert au Canada et pour moi, c'était quand même une expérience assez impressionnante parce que c'était des températures assez basses, très basses d'ailleurs. C'est sûr qu'en tant qu'humain, on a quand même des mécanismes d'adaptation. Et on a nos manteaux, on a nos tuques, on a nos mitaines. On a vraiment tout ce qu'il faut pour se protéger contre le froid. Mais comment les animaux font? Pour notre premier sujet, vous vous êtes probablement demandé ça déjà. Mais comment les animaux font pour survivre au froid tout l'hiver alors que nous, il nous faut de gros manteaux, nos tuques, nos paires de chaussettes et un foulard? Donc en fait, les animaux arrivent à avoir cette capacité à faire face au froid grâce à une combinaison d'adaptations physiologiques, comportementales et moléculaires. On va regarder ensemble tous les détails de ces différentes adaptations. Si on commence sur le plan physiologique, en fait, c'est connu que pour passer l'hiver, les mammifères puis les oiseaux polaires vont avoir un épaississement de leur fourrure, de leur plumage ou de leur tissu adipeux, donc de leur gras. Pour ceux qui ont des animaux à la maison, vous savez très bien de quoi je parle. On le remarque l'hiver quand on voit que nos animaux ont beaucoup plus de poils sur eux. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le saviez, mais entre la fourrure, les plumes et le gras, celui qui va venir le plus protéger contre le froid, en fait, ce sont les plumes. Parce que les plumes, ils ont une structure complexe qui va permettre, en fait, d'emprisonner l'air dans plusieurs couches et donc de venir réduire la perte de chaleur. On va aussi observer en hiver chez les animaux un ajustement de leur circulation sanguine qui va permettre éventuellement de venir préserver la température de leur corps. Par exemple, en limitant l'accès à la chaleur dans les extrémités. Donc, c'est un petit peu comme chez nous, les humains, on va souvent avoir froid en premier aux orteils puis aux doigts. Qui sont en fait nos extrémités, parce que le corps, justement, essaie de limiter la circulation sanguine pour qu'elle soit préservée au niveau des organes importants du corps, donc tout ce qui est estomac, intestin, poumon, cœur, etc., qui sont au centre du corps plutôt qu'aux extrémités. Simplement, chez les animaux, ce système-là, il est beaucoup plus efficace de manière évolutive, vu qu'ils sont beaucoup plus dehors que nous, les humains. Pour comprendre aussi comment les animaux s'adaptent à la température, on parlera aussi de thermogenèse. Donc, thermogenèse, c'est quoi? Il y a thermo, qui veut dire chaleur, et genèse, qui veut dire naissance ou production. Donc, la production de chaleur par notre corps. Donc, vous avez tous déjà expérimenté probablement ce qu'on appelle la thermogenèse frissonnante, qui est la régulation de la température de notre corps par la contraction de nos muscles. C'est un peu comme quand on se met à grelotter, au fait, l'organisme contracte beaucoup de muscles pour se réchauffer d'une manière ou d'une autre. Il existe aussi la thermogenèse non frissonnante, donc on ne grelotte pas, mais plutôt on va produire de la chaleur par la graisse brune. La graisse brune, ce n'est pas la partie où on va stocker notre calorie ingérée, c'est pas notre bedon. Bon, moi, je sais pas si j'en ai, mais écoute. Le bedon, en réalité, c'est ça le gras blanc. La graisse brune dont on parle chez les animaux, on la retrouve surtout autour du cœur, des reins et le long de la colonne vertébrale. Chez les humains, on en a à la naissance à des endroits similaires, mais en vieillissant, on va vraiment en perdre beaucoup. Et en fait, pourquoi le gras brun va permettre la production de chaleur? C'est parce que les cellules qui vont venir composer le gras brun vont contenir beaucoup de mitochondries. Donc, qu'est-ce que c'est une mitochondrie? C'est des genres de petites usines à production d'énergie et donc à production de chaleur qui se retrouvent dans les cellules de notre corps.
C'est comme ça que les petits mammifères qui ont beaucoup plus de gras bruns que nous, les humains, comme l'a mentionné Fiacre, peuvent produire de la chaleur sans justement avoir à frissonner. D'ailleurs, si vous habitez dans un pays un peu plus nordique, comme ici au Québec, il y a des chances que vous ayez un peu plus de graisse brune que les gens qui habitent dans les pays plus chauds, mais évidemment jamais autant que les petits mammifères. Et c'est pour ça que nous, il nous faut tous ces habits-là, le manteau, tuque, foulard, etc. Et dans tout ça, il faut pas oublier non plus qu'il y a beaucoup de petits animaux qui vont venir accumuler des réserves de graisse pendant l'automne pour justement venir se préparer à l'hiver. En fait, on peut remarquer que les petites bêtes sont assez prévoyantes. Avec tout ce qu'on dit là, ça me fait penser à la chanson de Noël que vous connaissez sûrement, Le Petit Renne au nez rouge. Vous l'avez sûrement déjà entendu à la radio. En fait, Le Petit Renne au nez rouge, ça raconte en gros l'histoire de Rudolph, le renne qui guide le traîneau du Père Noël dans le brouillard avec son petit nez brillant. En fait, vous vous demandez sûrement pourquoi je vous parle de cette chanson-là, mais en fait, c'est qu'il y a un lien à faire entre ce qu'on dit puis cette chanson, parce que en fait, il y a eu une étude qui a été publiée par le British Medical Journal en 2012 qui ont comparé le nez des humains et ceux des rennes, comme le fameux Rudolph de notre chanson. Puis on remarqué que les rennes ont 25% plus de vaisseaux sanguins que les humains dans cette région-là, donc dans le nez, ce qui pourrait augmenter beaucoup la circulation à cet endroit-là. Donc non seulement ça lui donne un nez rouge, mais en plus ça lui permet de résister au froid. On retrouve aussi des approches comportementales chez les animaux comme des stratégies pour se réchauffer. Pendant l'hiver, les animaux vont souvent construire des abris ou même migrer vers les régions plus clémentes. Surtout, certains oiseaux comme la bernache du Canada, qu'on voit d'ailleurs fréquemment ici passer en automne dans le ciel pour aller un peu plus vers le sud, toujours pour se réchauffer. Donc, certains animaux comme l'ours noir, la marmotte ou le loir vont plutôt privilégier l'hibernation, qui est un état où l'animal peut survivre à des périodes prolongées de froid et de pénurie alimentaire en réduisant drastiquement sa température corporelle. C'est une sorte d'hypothermie un peu contrôlée par l'animal. Ça vise justement à réduire aussi sa consommation énergétique. Un fait intéressant, je ne sais pas si vous saviez, mais en fait, il existe seulement un oiseau qui a la capacité d'hiberner. Cet oiseau-là, il s'appelle l'engoulevent de Nuttall. Finalement, on peut retrouver certains animaux justement qui vont venir se regrouper pour se réchauffer. C'est un comportement qu'on remarque beaucoup, par exemple, chez les manchots empereurs qui vont vivre dans des régions polaires, donc des températures vraiment extrêmes. Souvent, on va venir les observer, ils seront tous en train de se blottir ensemble, parfois même des centaines ensemble pour réussir à trouver un petit peu de chaleur. Et on en profite justement pour vous recommander une toute petite vidéo de moins de 3 minutes qu'on peut retrouver sur YouTube qui explique ce phénomène chez les manchots. Donc, on va vous mettre le lien en description. Et finalement, Dali, d'un point de vue moléculaire, il existe certains animaux qui vont fabriquer des substances protectrices antigel, un peu comme l'antigel d'une voiture qui va empêcher la glace de se former dans leur corps ou même à l'intérieur de leur corps. Notamment, on retrouve des poissons de l'Antarctique qui produisent une protéine qui va empêcher la formation de cristaux de glace dans leur sang et leurs organes puisqu'ils nagent dans des eaux glaciales, des eaux très glaciales. Pour notre prochain sujet, on a décidé de vous faire découvrir comment les flocons de neige font pour se former dans l'atmosphère avant de tomber au sol. Vous devez savoir que pour qu'un flocon de neige puisse se former, il faut qu'il y ait 3 conditions qui soient réunies. Donc d'abord, il faut qu'il y ait de la vapeur d'eau en quantité suffisante dans l'atmosphère. Puis en fait, à quel moment la quantité est considérée comme suffisante? En fait, sans nécessairement rentrer dans les détails de tout le cycle de l'eau, elle va être suffisante quand il va y avoir une évaporation qui est importante. Donc, par exemple, après plusieurs jours de soleil ou bien s'il y a une source d'humidité qui est proche, comme par exemple la présence de lacs ou de forêts. Donc, en gros, il faut une vapeur d'eau qui est en grosse quantité pour la première condition. Ensuite, deuxième condition pour former un flocon, il faut que la température se retrouve sous le point de congélation, donc sous 0 degré Celsius. Puis finalement, la troisième condition, il faut qu'il y ait la présence de particules fines dans l'air. Donc, ça peut être de la poussière, de la fumée ou encore du sel marin. Puis en fait, pourquoi ces particules-là sont nécessaires? En fait, parce qu'en fait, les particules fines vont servir de support pour pouvoir former le flocon. Pour faire une analogie, c'est un petit peu comme les Ferrero Rocher. Vous savez, dans le milieu, il va y avoir la noisette, qui est un petit peu l'équivalent de notre particule fine qui se retrouve dans l'air. Puis tout alentour de la noisette va se former le chocolat, qui est l'équivalent de la formation de notre flocon. Alors, Fiacre, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce qui se passe quand justement les 3 conditions sont présentes? Alors, quand les 3 conditions sont présentes, c'est là que les flocons de neige se forment. En fait, lorsque la température est sous 0 degré dans l'atmosphère, il y a des gouttelettes d'eau et des cristaux de glace déjà présents dans le nuage. Donc, les gouttelettes vont s'évaporer tranquillement et cette vapeur va migrer vers les cristaux de glace. Les cristaux vont se mettre à grossir et devenir assez lourds pour ensuite tomber sur le nuage.
et lorsque les cristaux tombent, ils vont s'entrechoquer avec d'autres cristaux sur leur passage, ce qui va former les gros flocons de neige à 6 branches que l'on connaît. Tout ceci s'appelle l'effet Bergeron. Un fait assez intéressant que vous avez peut-être pu observer est que chaque flocon est unique. Comme il faut des millions de petits cristaux de glace pour former un seul gros flocon à 6 branches, il y a énormément de combinaisons possibles. Alors la prochaine fois qu'il neigera, observez bien les flocons et essayez de deviner ce qui se passe dans les nuages au-dessus de vous. Pour ceux et celles que ça intéresse, il existe sur Internet certains sites qui vont permettre un petit peu de s'amuser à créer différentes formes de flocons. Et donc, en description de ce balado, on va ajouter le lien d'un de ces sites de simulation qui permet de voir comment la température d'un nuage va venir influencer la forme du flocon. On arrive bientôt à la fin de notre balado spécial Noël, alors ce serait enfin l'heure de faire popper le champagne, comme on dit, et de parler de notre dernier sujet qui est la science derrière les bulles des mousseux. Fiacre, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus déjà sur la production du champagne? Le champagne est créé à partir de raisins qu'on récolte et dont on extrait le jus. On y ajoute ensuite des levures. À ce moment, on obtient ce qu'on appelle un vin tranquille, c'est-à-dire un vin sans bulles. La particularité des mousseux, comme le champagne, c'est que ce vin qui est caractérisé de vin tranquille va subir une deuxième fermentation dans une bouteille fermée. C'est-à-dire qu'on va rajouter du sucre et des nouvelles levures au vin de base. Les levures vont alors consommer ce sucre et produire de l'alcool et du dioxyde de carbone, le fameux CO2. Comme la bouteille est fermée, le gaz formé va rester dans la bouteille sous une pression énorme. Et comme vous le savez, dans une bouteille de verre, il n'y a pas beaucoup de place. Donc le gaz est obligé de se dissoudre dans le liquide, ce qui fait en sorte qu'une bouteille de 750 ml de champagne peut contenir en réalité jusqu'à 6 litres de gaz. C'est quand même beaucoup de gaz. Ouais, c'est vraiment beaucoup. Puis en fait, quand on est prêt à libérer ce gaz-là, on est prêt à boire cette bouteille, ben vous savez, on va venir l'ouvrir, popper le champagne, comme j'ai dit tantôt. Puis cette ouverture de bouteille va provoquer la chute de la pression de manière assez brutale, ce qui va obliger le gaz, évidemment, à s'échapper hors de la bouteille. Puis c'est là qu'on va venir voir apparaître plein de petites bulles. Pour vous donner une moyenne, une bouteille de champagne, ça peut contenir de 10 à 50 millions de bulles. Donc, c'est beaucoup. Puis, un des éléments qui va venir influencer le nombre de bulles, parce qu'entre 10 et 50 millions, il y a quand même une bonne différence, ben, c'est surtout la température. Plus un champagne va être froid, plus les bulles vont apparaître lentement, puis elles vont rester fines. Alors qu'à l'inverse, ben, un champagne qui va être plus chaud va avoir des bulles qui vont surgir beaucoup plus rapidement, puis qui vont grossir également plus rapidement. Une autre chose qui est intéressante, c'est que les bulles des mousseux ne se forment pas n'importe comment. Donc, elles ont besoin de ce qu'on appelle des niches à bulles. Donc, c'est des petites cavités qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qui vont être présentes dans le verre. Donc, ça peut être une petite égratignure, par exemple, ou des défauts microscopiques, ou même de minuscules fibres de tissu ou de poussière invisibles, bien sûr, à l'œil nu. Donc, c'est à ces différents endroits précis que le gaz s'accumule et va former une bulle qui grossit puis se détache. Donc, et comme le processus se répète toujours au même endroit, on obtient des magnifiques colonnes régulières de bulles qui montent dans le verre. Donc, si un verre est parfaitement propre, il n'y aura pas vraiment de niche à bulles, donc il y aura beaucoup moins de bulles visibles. Alors, la prochaine fois que vous voyez des jolies colonnes de bulles qui se suivent une après les autres dans votre verre à champagne à Noël, ben vous pourrez dire à vos autres que leurs verres sont probablement un peu sales. Cette histoire de bulles est bien intéressante, mais on ne doit surtout pas oublier que derrière le champagne, il y a de l'alcool. Et l'alcool, ce n'est pas sans conséquence. Donc, on trouvait important de profiter de notre plateforme pour vous faire un rappel sur l'importance de consommer de manière responsable, surtout en cette période de fin d'année. Donc, ça reste les vacances et nous-mêmes, nous allons prendre quelques jours pour nous reposer, préparer des balados, préparer des publications. On prend une toute petite pause et on vous revoit en janvier. À bientôt, à très bientôt et joyeux Noël!